Flop, pour moi, des flops, c'est synonyme d'automne. Des godasses, c'est festif. Et au final, c'est vrai que ça vous rapproche et c'est trop bien d'en rigoler. Vous mettez les 2 pieds dans la flaque d'eau et ça aspergeait partout. Et j'adorais. Ça me fait penser à la pluie qui tombe. Salut, moi c'est Marine. Salut, c'est Luce. Vous écoutez le podcast Flop. Aujourd'hui, nous abordons la série La douleur au féminin. Épisode 1. Entre crampes et confidences. Coucou mon Flap. Coucou mon Flap. Comment ça va? Extrêmement bien. Pourquoi tu rigoles, c'est Je vrai? sais pas, j'ai hâte. Ça paraît faux. Est-ce que ça ira toujours bien tout le long de cet épisode? Ça, rien n'est moins sûr. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi est-ce qu'on se rencontre là aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de santé au féminin et plus spécifiquement de douleur féminine. On va concrètement et littéralement s'humilier un peu plus en racontant 3 anecdotes de douleurs de femmes. Ouais, autour du cycle menstruel en tout cas, sur ces douleurs féminines. 3 douleurs, donc douleur physique, un peu l'honte et l'embarras également, et puis on finira par la douleur psychologique. Ça donne envie. Ça donne très envie. Ouais. On peut d'ores et déjà prévenir, pour ceux qui seraient en train d'écouter, si vous mangez, arrêtez. Ouais. L'envie va vous passer dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Est-ce que mon Flop, tu voudrais pas commencer avec ta douleur physique? Eh bien écoute, j'ouvre le bal avec ma douleur physique, associée au cycle menstruel. C'est pas la plus commune et celle à laquelle on s'attend, donc ce que seraient par exemple les crampes, Ok. mais la nausée. Ok. La nausée qui chez moi intervient en fait au moment du SPM, donc c'est-à-dire syndrome prémenstruel, durant la semaine qui précède l'arrivée des règles, donc avant le début du cycle. Donc souvent moi ça intervient plutôt deuxième partie du spectacle, c'est-à-dire 48 heures avant l'arrivée des règles. Et c'est une douleur qui est moins impressionnante et déjà qui n'est absolument pas visible, sauf complications, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est une douleur qui est très fourbe, parce que bon, t'as rarement la nausée de manière monolithique, à la même intensité, du matin jusqu'au soir. C'est une douleur qui fonctionne un peu par vague, par remous. Donc il y a des moments où tu crois que tu vas t'en sortir et que ça va mieux, et la seconde suivante, tout repart et en fait, t'as la nausée. Bah, c'est pas tant visible que ça, et pourtant tu l'as au quotidien tout le temps, quoi. Du coup, je l'ai Oui. pas tout le temps. Enfin, tout le temps. En fait, Tout le temps durant cette période. je suis nauséeuse. Je vis dans la nausée. Ma vie est nausée. C'est vrai que durant cette semaine qui précède les règles, j'ai toujours 48 heures où il y a l'enjeu et le souci de la nausée. Et pour moi, c'est vraiment la douleur qui explique ça. Si tu devais donner l'exemple de ce que c'est que l'inconfort et le mal-être, en fait, c'est la nausée. Enfin, c'est la définition même. C'est la sensation de mal-être avant l'arrivée éventuelle de vomissement, concrètement. Et pour donc le rattacher à une anecdote plus précise qui a été associée à ce souci de nausée, j'en ai 2. Ok. J'en ai une où, justement, dans un moment comme ça, tout d'un coup, un peu d'espoir, une journée, j'avais la nausée, j'étais donc en SPM, il y a tout d'un coup une petite éclaircie. Dans l'après-midi, je me dis « Oh, ça va mieux. Oh là là, ça va mieux. » Le soleil. Et donc, qu'est-ce que je fais de manière précipitée? Je me dis « je vais tout de suite reprendre la liste des choses que j'avais à faire, puisqu'en fait, c'est aussi associé à un handicap. C'est que tu es dans une sorte de vigilance et de peur que justement le contrôle de ton corps t'échappe et que tu vomis sur quelqu'un littéralement. Ouais. Et donc ce jour-là, en fait, j'arrive dans un magasin d'électroménager reconditionné, plus précisément pour changer une batterie de téléphone. Donc j'arrive et ce qui est très drôle, c'est que j'ai le souvenir précis de me dire il faut que j'opère vite parce qu'à tout instant, je peux à nouveau Ça peut être repartir, quoi. voilà, à tout instant, je suis à nouveau mal, les nausées reprennent et je vis l'enfer. Je tombe sur le premier vendeur venu, je lui explique la situation. Donc, il commence à me présenter des batteries de téléphone reconditionnées, Il prend son temps, quoi. Exactement. Et en fait, au moment où moi, je commence à être dans l'interaction et l'échange, je vois que les nausées reprennent et qu'en fait, je me sens mal. On se trouve dans une situation où il me tend une première batterie et en fait, je dis « Ah bah oui, c'est parfait ». Et je tends tout de suite ma carte bleue. Et donc, en fait, je vois dans son regard qu'il est... Oula. interloqué, voire même apeuré, parce que je pense qu'il se dit mais pourquoi cette fille elle faux fesse? Ça fait 2 secondes qu'elle est dans le magasin. Oui. Enfin, pourquoi elle veut prendre sa batterie dans la seconde, quoi? Et en fait, c'est tout simplement parce que je commence à nouveau à être mal.
Littéralement, c'est une scène qui paraît voilà, en fait, très anodine, mais je me souviens sur plusieurs minutes être dans une sorte de dissociation. Ce que je renvoyais, ce que je jouais face au vendeur, à savoir un petit sourire poli, des questions sur les batteries, était vraiment en contradiction complète avec le fait que je me disais, mais à tout instant, franchement, là, je vais vomir entre la batterie et les cartouches d'imprimante. Ouais. Et en fait, j'avais vraiment peur que ça se voie. Mm. En fait, tu sais, je surcompensais pour avoir l'air gai, que tout aille bien. Et je voyais qu'il avait peur. Il se disait, mais elle est trop bizarre. Ouais. Et je me disais, mais je peux pas t'expliquer que c'est pas que je suis en fuite et qu'en fait, j'ai commis un crime et que j'ai la police aux trousses. Il faut absolument que C'est j'achète juste tout de que- suite la batterie, là. Non, mais c'est juste que dans ma tête, je me disais, j'ai envie de vomir, je me sens mal. Et est-ce que c'est des nausées, c'est-à-dire qui peuvent amener concrètement à du vomissement, ou c'est des nausées qui sont toujours là, mais jamais vraiment tu vomis? Bah justement, ce qui est très douloureux, c'est que rarement, c'est pas comme dans le cas d'autres problèmes de santé qu'on nommera pas, mais où les vomissements arrivent à répétition. Voilà, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous comprendrez de quoi je parle, surtout qu'on est en automne, rappelez-vous, faites Oh là bien là, attention. non. C'est que c'est souvent en fait une nausée sans issue. Ouais, Tu as juste la nausée. c'est ça, c'est Ce ça qui peut est pas terrible. partir, quoi, en fait. Exactement, donc t'es pas soulagé. Je me disais, en fait, ce moment, une fois encore, est ridicule, mais ce que je vivais intérieurement, je me niais. Il y avait un décalage immense entre ce que je renvoyais et ce que je jouais, comparativement à ce que je ressentais. Et pour finir, une anecdote dans la continuité de ce souci de nausée avant les règles, c'était une fois où j'étais en train de faire une interview par téléphone avec une spécialiste de la littérature du 19e siècle. Donc universitaire. Pour le dire très concrètement, je partais sur un tunnel. Ouais. Donc interview qui dure 1h30. Tu retranscris et tout, l'interview? Je prenais des petites notes. Je pose quelques questions, les 10-15 minutes se passent très bien. Et tout d'un coup, rebelote. Je me dis, je suis cuite. Je suis faite comme un rat. Je me sens vraiment pas bien. Et sauf que là, tu vois, pareil, je me dis, mais par téléphone, elle ne peut même pas me voir. Elle a même pas accès à mon regard. Tu sais, pour se raccrocher à un bout de mon âme, pour se dire, ah bah oui, elle va pas bien. Donc, je me dis, c'est bizarre. Je vais pas lui dire, non, en fait, je vais arrêter. J'ai envie de vomir, je pars, quoi. Ce qui s'est passé. Alors moi, personnellement, je trouve ça très drôle. Mais sur le moment, je me dis, franchement, ça en dit long sur ce qu'on est prête à faire en tant que femme, en termes de contorsion, pour masquer qu'on se sent pas bien. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé à un moment une question sur « Ah oui, et donc, quand il publie Les Mystères de Paris, blablabli, qu'est-ce que ça amène sur le roman feuilleton ?» Enfin bref, une question à rallonge. Là, elle part dans un tunnel avec beaucoup de détails. J'ai littéralement posé le téléphone. Je suis partie vomir. Et en fait, je l'ai reprise. Elle était encore dans son monologue. Et je dis « Ah, bah c'est super !» C'est hyper intéressant. Mais tout ce c'est que vous tellement venez de dire. intéressant. Et en fait, j'ai quand même fait ça 3 fois. Oh, waouh! Ce qui me paraît beaucoup. Ça me paraît, oui, c'est beaucoup sur Ouais. 1h30. Et là, pour le coup, j'ai vomi. Donc 3 Ouais. fois. Et ce Oh qui là était là. assez fou, c'est que j'avais qu'une trouille. C'était que je me disais, il y a un moment où elle continue d'expliquer l'enjeu de la littérature du 19e siècle. Et elle entend. Et elle entend qu'il y a quelqu'un aux mince. toilettes. Non, mais c'était ma peur. Ah! Et je ne crois Ok. pas. Alors, soit elle aussi est une immense comédienne, possible parce que femme, soit juste, en effet, j'ai bien réussi mon coup. En fait, j'ai l'impression d'être dans Pékin Express, tu vois. Tout d'un coup, je me disais, ok, là, je sens, j'ai un peu de temps devant moi. Je posais le téléphone. Tu te mutais pas? Non, mais juste, je courais. Ah Enfin, ça ouais. se passait en moins Ouais, d'une ouais. minute, tu vois. Je courais, je lâchais mon petit vomito et je revenais. Je disais, ah oui, et donc, tatati, tatata. Bon, c'est quand même un peu particulier, quoi. Ouais. Surtout que sur le moment, tu t'es pas dit, je peux lui dire que justement, je suis en SPM. Ça ne m'est même pas venu en tête parce que dans mon esprit, c'était inaudible. Tu vois, c'est tellement Ouais. intériorisé. Puis Oui, surtout, oui. je trouvais que c'était tellement étrange. Comment expliquer à quelqu'un avec qui t'as passé 15 minutes dans la joie, l'allégresse, que tout d'un coup, franchement, t'as envie de te foutre dans la scène parce que t'es pas bien. Je me Ouais, disais, ouais. mais on y revient, elle va croire que je suis juste folle. Ouais. Ou que, je sais pas, j'ai paniqué sur les mystères de Paris et que je veux partir, tu vois. Et ce à quoi ça m'a fait penser, donc là c'est lié à mon moment au magasin d'électroménager, c'est que c'était au moment où était sorti un film qui s'appelle Sans filtre, Ah, ou oui. Triangle of Sadness. Donc ça devait être 2022, je crois même qu'il a vu la Palme à Cannes, mais c'est pas le sujet, mais j'ai quand même envie de le dire. Typiquement, ça m'a fait penser à donc une scène qui est un peu forte du film, qui se situe au début, où en fait on suit des mannequins et des ultra riches en croisière. Et à un moment, il y a un dîner de gala sur leur yacht, où ils se mettent à avoir le mal de mer. Et en fait, c'est graduel. Tu sens, en plus, évidemment, hein, c'est une critique sociale des bourgeois. Donc tu sens qu'ils font tout pour, c'est l'expression, garder la face, garder une contenance. Et à un moment, ça craque. Et ils se mettent tous à vomir. Donc t'imagines, c'est des dizaines de personnes, c'est l'hécatombe. Il y a du vomi Ouais. partout. C'est un long plan séquence de 10 minutes. Et en fait, j'avais l'impression, tu vois, d'être ça. Enfin, pour moi, c'était le... Ouais, d'être dans un bateau qui est en train de... C'est ça, et surtout, De chavirer. j'ai l'impression que c'était en image un peu ma peur. Le fait de se dire, on veut garder la face, et à Mm. tout moment, le contrôle du corps va nous échapper.
Surtout, tu vois, c'est un peu le tabou ultime. Il n'y a rien de plus ridicule qui te fait perdre tout statut, position dans l'échelle sociale que vraiment quand tu vomis par terre ou sur quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc je dirais que si certains d'entre vous ont envie de penser à mes 48 heures avant les règles, pensez à la scène du bateau Oh non, c'est de horrible. son filtre. Mais d'ailleurs, mon flop, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu directement quand tu as eu tes règles ? Ou c'est quelque chose que tu liais pas trop à ça au début et que, il y a eu tout un cheminement pour que tu lis ça au SPM ? Très bonne question. En effet, il m'a fallu déjà beaucoup de temps pour connaître les étapes de mon cycle et associer ces moments de nausée à cette semaine de SPM et plus précisément vraiment la deuxième partie, l'annoncé de la suite du spectacle. C'est une sorte de scène grandiose qui te dit la suite arrive. Sois prête. Mais bon, bref, Ok. longue épopée. J'ai envie de te dire, mon flop, toi, quelle est ta douleur physique ? Alors moi, ma douleur physique, c'est pareil, c'est un peu une épopée. C'est lié du coup au cycle menstruel aussi. Sauf que moi, il y a quelque chose qui vient se rajouter, c'est que je suis souvent sujette aux cystites. Et d'ailleurs, ça viendra en deuxième partie, mais c'est en fait intimement lié. Et je partais en voyage, donc on était en été 2020. J'ai une journée un peu seule où j'attends mon ex-copain à Rome. Donc en plus, je suis pas du tout en France. Et j'avais fait quelques petites cystites, j'en faisais à répétition cette année-là, et c'était un peu compliqué pour moi. Et là, j'avais l'impression de retomber dans un cycle où en fait, j'ai encore une cystite, j'ai mal, ça va pas bien se passer, etc. Je commence à avoir une douleur en bas du dos énorme, qui ne part pas. Là, je suis en train de me dire, mais les reins sont attaqués. Mais vraiment une douleur où je prenais des Doliprane sur Doliprane parce que je n'avais que ça dans mon sac. Et ça ne partait pas, quoi. Et j'étais vraiment, je me souviens, j'ai appelé mes parents, j'étais en plein Rome, je pense vraiment que je vais aller aux urgences. C'est pas possible, la douleur est incommensurable, je ne vais pas y arriver, quoi. Parce que ça dure sur combien de temps, cette douleur qui monte et qui part pas ? Sur à peu près 2 jours, on va dire. Ah oui. Ça commence un peu le soir. Je me couche, je me dis que ça va passer, etc. Et le lendemain, ça ne passe pas du tout. À tel point que du coup, la première chose que j'ai fait quand mon ex-copain est arrivé, c'est on va aux urgences le matin. Aux urgences en Italie. Et en Italie, en plus, ils parlent pas vraiment anglais. Dans l'hôpital, en tout cas, où j'ai été, on se comprenait pas trop en anglais. Et moi, je parlais pas italien, quoi. Ça présage du meilleur. Ouais, franchement, c'était pas dingue. Et en fait, bon, je passe parce que ça a été vraiment un épisode un peu traumatique. En vrai, même des urgences et tout. Ça a été très compliqué. Il y a eu une ingérence à l'hôpital énorme. Ce qui fait que je suis restée trop longtemps là-bas et qu'ils n'ont pas réussi à trouver vraiment ce que j'avais. Et surtout que ce qu'il y avait, c'est que j'avais aussi du sang dans les urines. Donc ça, c'est quelque chose tout de suite qui indique que tu peux avoir une pyélonéphrite, donc un état très élevé de la cystite qui peut être potentiellement grave. Qui est remonté dans les reins, en fait. Exactement. Et qui, après, peut déboucher sur une septicémie, littéralement. Voilà. Et à l'époque aussi, à noter, j'étais sous pilule. Ma pilule me convenait pas. J'avais de temps en temps des règles qui revenaient, même si j'étais censée avoir une pilule où je n'ai plus du tout mes règles. Ils finissent par me sortir des urgences en me disant « Écoutez, madame, juste vous avez vos règles, quoi. » Je suis partie et c'était tout. Et vraiment, je me suis dit « Mais c'est quand même dingue parce que j'ai une douleur qui ne part pas. Je suis à l'hôpital. Il n'y a pas trop de discussion derrière de il faudrait peut-être aller consulter, voir si vous n'êtes pas sujette à endométriose, parce que moi, à l'époque, je ne le savais pas. Faire des examens et tout, c'est pas normal d'avoir autant de douleurs. Et non, juste ils m'ont dit, tu vois, c'était l'impression que vous nous avez fait perdre notre temps, quoi. Vous avez juste vos règles. Genre, rentrez chez vous. Et du coup, bref. Ils ont littéralement nié ta souffrance. Ils ont Ouais, évacué c'est ça. le problème. Encore une femme qui a ses règles, on a autre chose à faire. Ciao. Ouais, c'est ça. Donc ça a été ultra dur un peu à recevoir, quoi, parce que quand t'es souffrante et qu'on te dit t'as rien, en gros, c'est un peu dur. En fait, tu comprends que avoir ses règles, c'est égal à avoir rien. C'est bon, tu l'as tous les mois, nous fais pas chier avec ta douleur. Et du coup, c'est assez particulier, je trouve, tu vois, d'être ok. Puis j'ai fini au Doliprane et puis j'avais mal et puis en effet, ça a fini par partir, mais Oui, mais en fait, c'est quelque chose qui est parti avec le temps, mais dans un autre contexte, ça aurait été pris au sérieux et reconnu. On t'aurait peut-être évité de souffrir pendant plusieurs jours, plus souffrir plutôt avec une forte intensité, sans complètement minimiser oui, c'est ça. ton ressenti en termes d'échelle de douleur, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que ça évitait vraiment d'une grande violence, quoi. Et en fait, ça m'a fait penser, du coup, aussi à ce souci-là de la cystite, qui est en plus beaucoup plus chez les femmes. Donc, je me suis renseignée, parce que même pour le podcast avant, je ne le savais pas vraiment, il y a vraiment une forte corrélation entre cystite et cycle menstruel. On a des corrélations inflammatoires. Quand tu es enflammé au niveau vaginal, ça peut contaminer les zones plus de l'urètre et de la vessie. Tu as des irritations aussi qui sont dues notamment même aux serviettes hygiéniques, aux tampons, etc., qui peuvent propager aussi des bactéries. Donc il y a plein de choses qui peuvent être liées aux deux. Et c'est vrai que pareil, moi j'ai eu une expérience où quand j'ai des cystites à répétition, on sous-estime cette douleur-là et on le lie à rien, quoi. C'est un peu l'expérience de ta souffrance, elle n'est pas très importante et on va pas chercher plus loin.
Oui, c'est ça. Et puis en plus, il n'y a pas du tout d'approche holistique, ou en tout cas plus globale, de se dire, bon, en fait, à répétition et justement de manière cyclique, il y a peut-être des corrélations qui font qu'il faut prendre en compte ton cycle global et ce qui peut induire ou catalyser le fait que, par exemple, tu vas être inflammé au niveau de la vessie, tu vois. Exactement. Et ça, c'est des trucs où je me suis dit, bah voilà, en fait, encore une fois, c'est moi, en faisant mes petites recherches, Non, en mais c'est insupportable. discutant ou en voyant un peu sur les réseaux, que je fais des petits liens. Et bon, bah voilà, je suis quand même suivie par des médecins, je vais aux urgences, enfin, c'est pas rien, quoi. Il serait temps de prendre un petit peu plus en considération les douleurs au féminin, quoi. Bien C'est sûr. dont on parle. Bien sûr. Non, mais même de la part du... Alors après, bon, c'est quand même en évolution, et je trouve que la nouvelle génération du corps médical est quand même globalement, on ose espérer, mieux formée et plus informée. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même un souvenir où la première fois où j'avais parlé à un gynécologue à l'époque de douleurs que j'estimais assez fortes, j'allais dire oui, je suis pas du genre à me plaindre, mais quand même, je serais du genre à me plaindre. Peu importe. Je me souviens, donc, alors même que c'était une femme, mais c'était une dame plutôt âgée, elle m'avait quand même répondu et rétorqué oui, mais enfin, vous êtes pas au sol. Quand vous avez pas mal, agonisante, là, ça va aller. en fait, son vrai critère de diagnostic, qui allait se dire, ok, est-ce qu'il faut que je m'inquiète ou pas, c'était, oui, mais est-ce que concrètement, durant cette période-là, est-ce qu'il y a des moments où vous devez vous mettre par terre? Et tu sais, moi, j'aimerais lui dire, alors, moi, j'aime pas du tout être contre le sol, donc ça n'a rien à voir au fait que j'ai pas mal. C'est juste, je n'aime pas la joue contre le sol. C'est trop bizarre qu'elle te dise Je ça. te jure qu'elle m'a dit, mais est-ce que vous êtes au sol ou pas? Il y a des moments où votre corps flanche. Que si vous êtes au sol, alors là, je vais Mais oui. faire plein de choses pour Et puis vous, tu sais, là. de manière complètement naïve, parce que je sais même pas quel âge j'avais, enfin, j'étais un bébé. En fait, moi, je n'ai même pas compris. Sûrement, je me disais, ah bon, parce qu'il y a C'est un symptôme, genre. Exactement, je me disais, ah, c'est un symptôme, c'est un syndrome où en fait, on va aller chez le sol, enfin, il se passe quoi? Non, pas du tout. C'était juste un fort mépris pour ma douleur, en fait, une fois encore. Ouais, c'est ça, le mépris. Le mépris, le mot du jour. Exactement. Bon, Flop, est-ce qu'on passerait pas du coup à notre deuxième petite anecdote plutôt sur l'embarras que peut nous provoquer justement ces douleurs liées au cycle menstruel? Écoute, avec joie. Enfin, avec joie. C'est horrible parce que, disclaimer, on rigole, mais on en rigole entre nous. Ça veut pas dire que le sujet est moins sérieux. C'est juste que... c'est rire pour ne pas pleurer, comme aurait dit Mamie Paulette. C'est très important. Alors, l'embarras ou la honte qui a été associée à une douleur, une fois encore liée au cycle menstruel, c'était dans une situation où j'étais en plus dans un rendez-vous professionnel. J'étais en plein pendant mes règles et j'avais à ce moment-là un flux extrêmement abondant. Et pourtant, j'avais pris mes dispositions, c'est-à-dire que j'avais mis, très concrètement, disons les choses, un tampon Super Plus et une culotte de règles. Ah, waouh, ok. Donc, double protection. Mais vraiment que j'avais mis juste avant, parce que justement, et je pense que je ne suis pas la seule, on passe notre temps à appréhender et à contrôler les moments où précisément va se poser la question de « là, je suis dans l'espace public », ou bien j'ai une contrainte, je suis avec d'autres personnes, je ne vais pas nécessairement pouvoir accéder à des toilettes, bref. Donc j'avais pris quand même ces dispositions, et pourtant, en fait, je sens que là, mon flux est intense, et au bout, je ne sais pas, mais peut-être de 30 minutes d'échange, en fait, je sens que ça déborde. En fait, je sens vraiment que j'ai du sang, mais partout, quoi. Et donc, en fait, je me souviens, encore, mais en fait, je me dis, de toute façon, globalement, être une femme pendant le cycle, c'est une formidable comédienne. Elle mérite tout un Oscar, parce que je me souviens de me dire, oh là là, mais quelle angoisse, tu sais, je suis un tas de sang en deuxième partie du corps, et on est là. Et en fait, bon, j'étais presque à un moment où je me disais, mais en fait, je peux même plus me lever pour aller aux toilettes, parce que j'ai peur que ça se voit. Non seulement j'ai peur que ça se voit, et deux, j'ai peur aussi que ça se sente. Parce que, bon, ça aussi... On n'en parle pas du tout, d'ailleurs, ça. On n'en parle pas du tout, en tout cas pas assez. Ouais. C'est que, bon, le sang des règles a une odeur. Pas une odeur nécessairement très réjouissante et agréable. Et en plus, forcément, quand c'est le sang qui coule depuis nous vers nous, j'ai envie de dire, on est au cœur de l'événement. Donc en plus, je pense qu'on a un effet de loupe grossissante. On a l'impression que partout où on va, il y a la trace de ça. Donc il y a un côté peut-être aussi un peu... d'anxiété, quoi. Exactement. D'exagération et d'anxiété en perception de la chose. Et donc, j'ai passé 1 heure où je me disais, mais en fait, là, j'ai honte. J'ai honte parce qu'en plus, ça me rappelle souvent les premiers souvenirs que t'as quand t'es ado et que tu connais moins ton corps, t'as aucune idée de comment vont se passer tes premiers cycles. Et les fameuses taches sur le jean. Le moment où il y a ta pote qui va te cacher, où tu vas aller dans les toilettes du collège, où tu vas mettre du PQ qui va t'irriter parce que en fait, t'avais pas prévu le coup. Enfin, et voilà. Et en fait, j'ai le souvenir de... je le laisse en fait partir et se lever d'abord.
vraiment dans une situation de... En fait, parce que t'es restée tout le long, au je final. suis restée tout le long parce qu'en plus, je me disais, bon, il se trouve que c'est professionnel. Donc, tu vois, une fois encore, je censure. Je me dis, mais je vais pas partir 20 minutes. En plus, je me disais, pourquoi faire ? Là, c'est trop. Je sens que de toute façon, tout va être pire. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on a poursuivi l'échange. J'ai vraiment attendu le tout dernier moment qu'ils partent, qu'ils referment la porte du café pour me dire, bon, bah là, maintenant, j'ai plus de regard sur moi. Je peux être honteuse, mais uniquement vis-à-vis de moi-même. Je suis rentrée chez moi et en effet, l'image que j'ai de cette scène, c'est en fait vraiment, je me mets dans ma douche et je me dis, mais en effet, je suis trempée, c'est horrible, j'ai l'impression d'être sale. là là. Et ça m'a fait penser, le jour où ça m'est arrivé, à un film que j'avais vu plus jeune et qui m'avait beaucoup marqué parce que je l'avais trouvé horrible, ne serait-ce que visuellement. Ça s'appelle Carrie au bal du diable. C'est un film de Brian De Palma, je crois. C'est un vieux film des années 70. Une des premières scènes, c'est justement une adolescente qui se met à avoir ses règles dans une douche du lycée où elle est en train de se changer. Et ce qui est extrêmement violent à regarder, c'est qu'en fait, au lieu d'être soutenue par ses camarades et qu'on lui explique, elle ne reçoit que moqueries, stigmatisation, et on lui hurle plug it in, non, plug it in, non, enfin, fous-toi ton tampon, quoi. Voilà, exactement, merci. Elle se retrouve en position fétale et c'est sa professeure de sport, donc une femme, qui la récupère et qui en fait lui explique l'origine de ce sang. Carrie? Hey, Carrie, I want to talk to you. It's about this attitude you have about yourself. I mean, you're always walking around, you with your hair down, all moping around. Sur cet embarras et cette honte, c'est que je pense que chez moi, ça déclenche très fort le sentiment de la perte de contrôle, mais lié justement à un flux que tu ne contrôles pas et qui va pas dépendre de ta bonne volonté ou de ton envie. Et en plus, bon, c'est vrai qu'on a tellement encore l'héritage de ce sang où ça reste associé quand même à une vision de quelque chose de un peu souillé, de sale, qui fait peur, qui déborde, que j'avais vraiment un peu l'impression ce jour-là d'être Carrie, quoi, de me dire mais oh là là, j'ai peur. Alors même que j'étais Marine, t'as peur, hein, ça fait quand même plus de 10 ans que t'es oui, mais c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu les as que y a pas justement des moments où c'est un peu plus catastrophique et que ces moments faut pas les écouter et se dire de toute façon c'est ça, tu vois. En plus, ce que je trouve bien, ça c'est un petit aparté, je sais pas si tu te souviens des publicités qu'il y avait où ils mettaient du sang bleu sur les serviettes hygiéniques, où ça a fait énormément de débat et où maintenant ils mettent du sang rouge et plein de sang rouge. Où ils sont en mode, en fait, non, on va pas non plus rendre honteux, c'est du sang, hein. Ce qui sort de nous, c'est du sang, c'est pas du liquide bleu. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, quoi. J'étais, mais pourquoi ça fait 50 ans qu'on se farcit des pubs, on nous fait croire qu'en fait, on a un liquide vaisselle Ariel. J'étais, mais pas du tout. Enfin, j'étais, mais attends, en plus, il se pourrait qu'il y ait un, voire des abrutis au masculin qui pensent qu'il y a sincèrement ce genre de choses un peu bleuâtres qui sortent de nous. Non, pas du tout. Enfin, puis il n'y a pas de honte à avoir du fait qu'on a du sang, quoi. Enfin, c'est juste du sang. oui, mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est que la société a tellement eu tendance à l'euphémiser et à l'invisibiliser parce que considéré non montrable, que toi, après, c'est tout un travail de déconstruction pour te dire, non, je vais pas par-dessus porter une culpabilité, une honte qui, en fait, ne m'appartient même pas, quoi. Ouais. Mais tu vois, je me dis, ce serait impensable. Imagine, tu vois quelqu'un qui, c'est horrible comme expression, mais baigne dans son sang. Enfin, tu vas pas lui dire, retiens-toi. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Ouais, mais en fait, on nous apprend tellement à justement, je trouve, masquer et faire en sorte que ça n'interfère pas. Oui. Tu vois, c'est que t'es quand même éduqué sur le fait de se dire, voilà, c'est une donnée qui est pas chouette, mais la société, de toute façon, est pensée pour que ça n'interfère pas. Tu vois, que c'est toutes les structures et la société autour qui font que, en fait, c'est comme si on était déviante, alors que non, en fait, c'est juste, ce n'est pas fait pour ça aussi. Je suis bien d'accord avec toi, mon flop. Et d'ailleurs, j'ai envie de te tendre le bâton de la parole, parce que je me réjouis de savoir que t'as été honteuse et pleine d'embarras. Ouais. C'était une blague, hein. J'ai vu ton regard où t'étais, mais elle est vraiment monstrueuse. Non, parce que j'étais en train de me refaire le film. Mais oui, écoute, pour moi, ma petite anecdote de honte, c'est sur plusieurs épisodes, on va dire. Mais je vais en parler d'un qui m'a quand même beaucoup marqué. J'ai de l'endométriose, donc qui est une maladie qui est liée à beaucoup de problèmes chez la femme. Notamment, c'est beaucoup de douleurs. Un des premiers signes de l'endométriose, c'est avoir beaucoup de douleurs et, comme tu dis, un flux très abondant. Donc moi, j'ai eu ça très jeune. En vrai, dès que j'ai eu mes règles, ça s'est tout de suite déclenché. Ce qui a fait que très vite, moi, je portais des couches. Donc pareil, ça c'est un peu honteux. Moi, je me souviens, en collège, j'étais vraiment dans un truc où c'était pas les petites serviettes hygiéniques. C'est que moi, il fallait vraiment des trucs où, en plus, je les changeais 2 à 3 fois par jour pendant les heures où j'étais à l'école, quoi.
C'était assez compliqué, j'avais toujours l'impression qu'on allait remarquer sur mon jean, que ça allait être la honte et tout. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'à un moment, j'ai fini par prendre une pilule, mais ça a mis du temps. Et surtout, c'était la seule solution qu'on me donnait à l'époque. Ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que j'avais une endométriose digestive. C'est-à-dire que l'inflammation que j'avais au niveau vaginal se répercutait sur mon système digestif. Et ça, j'ai mis vraiment des années à le comprendre. Ce qui se passait, c'est que un peu avant ou un peu après mes règles, j'avais des crises d'estomac énormes. Où en fait, je mettais à vomir, que j'avais des problèmes digestifs. Enfin, c'était horrible. Et la douleur était telle dans mon estomac que je m'évanouissais. J'avais toute une période d'anxiété. En fait, quand tu vois que la douleur est trop énorme, je commençais à beaucoup ventiler. Je perdais un peu connaissance. J'enlevais, parce que comme j'avais très chaud aussi d'anxiété, je pense, j'enlevais toutes mes couches et je finissais nue comme un verre dans les toilettes, évanouie. Je me réveillais pour aller aux toilettes ou pour vomir, quoi. C'était horrible. C'était très honteux parce que je pensais que c'était lié à mon système aussi digestif. Et en fait, on a fait la corrélation entre les deux. Et il y a un épisode qui m'a particulièrement marquée. D'habitude, j'avais la chance, entre guillemets, que ça se passe dans mon domaine, dans mon domaine familial. Je sais pas du tout le domaine familial. Surtout, j'allais dire, mais quelle chance! Non, mais dans mon domicile J'ai pu familial. m'évanouir tranquillement Ouais. chez moi. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Et je sais que j'ai traumatisé, par exemple, un de mes frères dessus, parce que du coup, en plus, ma mère, c'est vrai que c'est impressionnant, ma mère criait « Luce, réveille-toi !» nan, nan, et tout. Mon père qui courait, nan, nan, enfin bref. Oui, une tragédie en 3 actes. C'est qu'en Voilà. plus, par-dessus, la réception, elle est intense, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est qu'en plus, moi, je m'enfermais dans les toilettes parce que j'avais pas envie qu'on me voit comme ça. Et ma mère tambournait « Non, non, Luce, tu t'enfermes pas et tout, ce qui est vrai. Il faut pas que je m'évanouisse. Enfin, tu vois, je me cogne la tête en m'évanouissant, c'est pas bien. » Et il y a un épisode qui ne s'est pas passé en intérieur ou dans mon domicile familial. En fait, dans la rue, je sens la crise arriver. Et là, je me dis « Oh putain, merde. » Je n'ai pas d'endroit où aller tout de suite et je dis à ma mère, faut trouver des toilettes là tout de suite maintenant, tout de suite maintenant. Elle regarde et tout et on finit par voir qu'il y a un petit Subway dans le coin qui a des toilettes. Honnêtement, d'habitude, j'ai un peu la honte de dire est-ce que je peux emprunter vos toilettes ? Non, j'ai foncé aux toilettes et je sens la crise arriver. Je commence à pas me sentir bien, j'ai des nausées, j'ai le ventre qui se tord. Et là, comme d'hab, je me commence à me déshabiller. J'enlève un premier truc, j'enlève un deuxième truc. La chaleur part pas. La douleur provoque une sorte de chaleur où j'ai envie de tout retirer, quoi. Oui, puis en fait, je pense que sur le moment, t'es tellement inconfortable que ton corps, il essaye de Ouais, c'est d'évacuer, ça. en fait. Il Donc, essaye même par d'évacuer la un- transpiration, ouais. Je commence à perdre connaissance, je deviens toute blanche, livide. Ma mère, du coup, interdit un peu l'accès aux toilettes des gens du Subway. Tu vois, en mode venez pas parce qu'elle est vraiment nue comme C'est un vraiment verre, pas le moment de... éclatée par terre. Je vous assure que vous avez plus envie de faire pipi. Ouais, voilà. Et du coup, la crise finit par passer. C'était des contractions qui arrivaient en bas du ventre, qui se répercutaient tout en haut du ventre. Ça finit par partir, ces contractions. Donc, la crise est passée. Et voilà, ça s'est fini plus ou moins bien, on va dire. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant, quoi. Et puis, pour le coup... Et t'as réussi à ne pas t'évanouir dans les toilettes Ah du si, Subway? si. J'étais évanouie et nue dans les toilettes du Subway. Hein. Ok, J'étais, ouais. Oui, en fait, c'est ça, oui, c'est que oui. tu t'es quand même retrouvée du coup dans une situation où t'étais extrêmement vulnérable. Ouais. Et comme tu dis, pas en plus dans un cadre intime avec tes proches où tu te Ah sens ouais. rassurée. Pas du tout. Après, il y avait ma Après, mère on et a rien mon contre la père. franchise Subway, hein, mais... Non, mais c'était cata, en vrai. C'était cata et pour le coup, c'est vraiment la honte, quoi. Parce que tu te dis, mais attends, le mec qui descend les escaliers, je vois ma mère qui fait... Non, passe pas. J'étais vraiment en mode... Ah, mais c'est évident que les individus IS Ouais. sont pas tous prêts pour cette partie de la vie. Hein. Ah non. Et j'avais aussi eu un épisode qui m'a moins choquée, mais qui reste choquant, où ça m'était arrivé aussi en vacances. Et là, j'étais pas... Parce que souvent, dans ces moments-là, je demandais qu'il y ait personne d'autre que ma mère, qui comprenait vachement, parce que je voyais mon père qui savait pas trop gérer, donc je voulais pas lui infliger ça. Et les autres, je veux pas, parce que vraiment, de devoir justement jouer la comédienne sur un truc de souffrance où juste tu ne peux pas jouer la comédienne, j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de rester digne pour eux, alors que je n'avais pas la comprends. force de l'être. Mais est-ce que c'était plus aussi par... Enfin, j'imagine que c'est les deux, mais qu'il y avait la question de la honte. Mais est-ce que t'avais aussi peur de leur faire peur? Ah oui, bah justement, la deuxième anecdote qui m'a choquée et qui du coup a aussi fait qu'après j'arrivais plus à le gérer avec d'autres personnes que ma mère, c'est que j'ai eu cette crise. La douleur était tellement intense que je convulsionnais. C'est horrible, hein. Mais c'est un peu des convulsions, c'est-à-dire que en fait, tu te débats un peu contre la douleur. Donc j'allais d'un côté puis de l'autre, je bouge des pieds, je tape du pied, enfin tu vois, un truc où j'ai mal. Je me souviens qu'il y avait une des personnes avec qui j'étais partie en vacances qui me voit sur le lit comme ça, en mode folle alliée, qui me regarde vraiment comme ça. En fait, je voyais dans son regard qu'elle avait peur. Et t'es en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive, enfin... Du coup, oui, je pense que c'était lié à ça, et d'où ma honte aussi. Tu vois, je voulais plus jamais revoir ça sur le visage de quelqu'un. De me dire, me regardez pas, je vais gérer ça dans mon coin, faut que j'y arrive et tout. Oui, en fait, c'est ça, c'est que peut-être la double peine, c'est que t'as non seulement ta souffrance et ta douleur sur le moment qui est assez intense, et que par-dessus,
tu dois en fait prendre en compte la réception, ou plutôt l'impossibilité des autres de recevoir ça. C'est vraiment comme les animaux blessés, quoi. Tu dois te cacher. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça dans ton anecdote, je trouve, qui est forte. C'est le fait de te dire, mais en fait, toute une partie de l'anxiété, elle est liée au fait de se dire comment je vais pouvoir, on y revient, cacher, masquer ça. Ouais. Faire en sorte que personne n'y ait accès, si ce n'est a priori, du coup, ta mère, qui régulait ces foutus individus qui voulaient ouvrir la porte des toilettes, quoi. Mais c'est tout. Ouais, non, mais c'est sûr. Il faut jouer l'actrice, mais il y a des stades où en fait c'est juste plus possible. Il faut pas qu'on le demande. Oui. Tu vois, il faut pas qu'on nous demande d'être actrice dans des moments où c'est pas possible. C'est vraiment les scènes qu'à limite, où tu te dis, de toute façon, là, c'est même plus une question de choix. Enfin, juste, je dérouille sévère, quoi. Ouais. Ok. Bah, écoute, je comprends mon flop, hein, franchement. Et surtout que, mine de rien, l'endométriose digestive, elle est encore un peu en état. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas spécifiquement un diagnostic médical dessus. C'est-à-dire que je suis en endométriose, mais ce diagnostic d'endométriose digestive, elle est venue en discussion avec d'autres personnes qui la subissaient. Donc j'ai aussi vu les témoignages, etc. Et d'ailleurs, je voulais agrémenter ce que je disais d'un témoignage et j'ai pas pu. Parce que vraiment, c'était dur pour moi de relire les femmes qui vivent des trucs aussi horribles. Enfin, franchement, j'ai essayé mon flop et à un moment, je me suis dit juste, j'y arrive pas. C'est horrible. J'y arrive pas parce que c'est dur et franchement, je trouve ça tellement difficile à recevoir et j'avais peur qu'en le lisant, je redéclencherais mes potentielles crises. Parce qu'elles se sont complètement arrêtées en fait à partir du moment où j'ai eu une pilule qui m'enlève toute règle. C'est-à-dire que là, depuis en vrai plus de 4 ans maintenant, je n'ai plus du tout mes règles. Parce que c'était tellement de problèmes sur problèmes sur problèmes que je prends une pilule exprès pour l'endométriose et qui est faite pour enlever les règles, quoi. Ouais, pour en fait, d'une certaine manière, presque te dissocier de ton cycle. De se dire, en fait, Exactement. il m'a causé tellement de tort et m'a fait tellement mal que maintenant, il faut plus que ça fasse partie de ma vie, quoi. Non, et puis en plus, ce qui est dommage, mais bon, là, c'est carrément un autre sujet, c'est à quel point, quand on est souvent adolescente et qu'on nous prescrit des solutions, majoritairement hormonales, médicamenteuses, il y a très peu d'explications. Ouais. Combien de mes amies n'ont même pas su pourquoi elles avaient pris telle ou telle pilule? C'est t'as mal, tiens, prends ça et voyage. Ouais. Et donc souvent tu te retrouves dans la vingtaine à tout d'un coup te dire tiens, je suis adulte, tiens, si j'essaie de comprendre mon corps, tiens, tous ces symptômes que en fait j'avais complètement mis sous le tapis mais presque malgré moi parce qu'en fait on a juste d'une certaine manière contrôlé mon corps à ma place pour pas que je dérange et souvent en fait t'as une liste comme le bras de non mais en fait ça ne va pas du tout. Oui. Et tu vois, je trouve ça dingue de me dire j'étais suivie aussi à l'époque, Après, c'est pas du tout la faute aussi des médecins qui n'ont pas eu la formation sur ça, mais il serait temps aussi, tu vois, de faire des petits liens. Quand une jeune femme a des crises à répétition autour de son cycle, il y a un truc à fouiller dedans, quoi. Je suis bien d'accord, mon flop. Est-ce que mon flop, on passerait pas du coup à la 3e douleur, qui est la douleur psychologique ? Alors, la douleur psychique, le clou du spectacle, pour ceux qui sont encore en train d'écouter, qui n'ont pas eux-mêmes été pris de vomissements ou de dégoût. Ah non. Mais non, mais après, justement, l'idée, c'est aussi de se dire il faut normaliser ce genre de, y a pas à être de témoignages. De toute façon, honnêtement, je pense qu'on est toutes, mais vraiment toutes, dans le même bateau, à des échelles et à des degrés variables. En fait, c'est 2 mots qui veulent dire la même chose. Mais bon, faut plutôt le dire que le taire, quoi. En fait, c'est que j'arrête pas de me dire faut qu'on en parle. Parce que de toute façon, c'est ridicule, cette sorte de vaste comédie d'une duplicité permanente. Alors, pour la douleur psychique, ce à quoi j'ai tout de suite pensé, c'est ce qu'on appelle le TDPM. Ça s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Très concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un cas un peu grave du SPM, puisque d'ailleurs, chez moi, je pense que le plus gros enjeu, c'est avant le début du cycle, c'est-à-dire avant l'arrivée des règles. Où là, honnêtement, je sais pas, mon corps, en fait, se dit... Si je pouvais mobiliser chaque partie de ton corps pour te montrer que tu vis ça, t'inquiète pas, mon coco, je vais le faire. C'est un peu l'image que j'ai de la situation. Et donc, ce trouble dysphorique prémenstruel, très concrètement, c'est comme une sorte de mini-dépression sur une semaine. Mais très sévère, dans le sens où t'as une irritabilité intense, une perte d'estime de toi, de la tristesse. Parfois, alors, il y a eu des témoignages de femmes qui, par exemple, pendant 4 jours, ont des pensées suicidaires. C'est comme si tu étais dans une vie normale, puis lundi matin, tu te lèves et tu te dis tiens, pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Je vais me foutre dans la Seine. Parce qu'en fait, rien n'a de sens, que ma vie, c'est l'enfer. Donc c'est vraiment concrètement ce dont on parle. Donc là, en plus, je pense qu'on peut imaginer assez rapidement la peur et l'incompréhension déjà de soi à soi, de réaliser qu'on a comme une sorte de rupture narrative. Il y a une sorte de crise identitaire cyclique.
puisque c'est comme si on devenait quelqu'un d'autre l'espace de quelques jours, mais de manière intense. C'est pas du tout la même réception et le même vécu que, j'ai un épisode dépressif sévère, qui ont été catalysés ou provoqués même par un deuil. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails de tout ce qui peut amener en dépression. La petite liste. Là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre de l'incompréhension et surtout on a l'impression de le subir. De se dire, c'est très flippant vis-à-vis de soi-même, de se dire, mes pensées et mes émotions peuvent se transformer en quelques heures parfois et de manière radicale. Donc je dirais que la première douleur vraiment associée à ça, c'est déjà les répercussions que ça a de manière chronique en termes d'appréhension et de conscience de soi. Parce que c'est trop bizarre quand on se dit, mais en fait, il y a une sorte de coup de théâtre émotionnel qui arrive chaque mois, où la conclusion, la conséquence, c'est qu'on a l'impression d'être drivé par des hormones comme des petits malins génies qui nous font être quelqu'un d'autre. Et donc, deuxième strate, c'est qu'évidemment, ce chaos un peu émotionnel, c'est beaucoup d'énergie pour une fois encore le contenir. Et en fait, on a beau le contenir, c'est comme s'il n'y avait plus en fait d'épiderme, de barrage entre soi et les autres. Si ce n'est justement cette sorte, moi je pense souvent à l'image d'un nuage noir. Parce que ça commence souvent par une sorte de sensation de flou, où je sens que la chose arrive, que je suis moins ancrée, je suis moins bien. Le monde extérieur me paraît tout d'un coup beaucoup plus hostile et menaçant. Il y a un truc vraiment de cet ordre-là, mais c'est pas ça y est, j'ai une crise paranoïaque sévère. C'est vraiment simplement, je me sens comme un c'est horrible à dire, mais c'est vraiment l'image, un fruit flétri, rabougri, de je me referme sur moi-même. Donc il y a à la fois cette étape, ce mouvement de rétractation, on est replié sur soi, et une distorsion dans la perception. C'est comme si tout d'un coup, le son, la lumière, l'air était chargé comme ça d'une tonalité un peu froide, tu vois, un peu grise. Il y a un filtre. C'est vraiment un vieux filtre nul de l'iPhone 10. Ouais, tu sais, qui donne quoi. Ouais, mais un gris vraiment moche, vraiment. Ouais. Je vous jure, même votre pire mois de novembre ne ressemble pas à ça. Et donc, pour aller un petit peu au bout de cette anecdote et de cette douleur psychique, c'est que moi, à plusieurs reprises, ça m'a causé du tort dans mes relations interpersonnelles. Parce que, évidemment, on a beaucoup plus de conflits avec les uns et les autres, puisque, entre guillemets, l'extérieur devient un problème, un danger. Et surtout, on se sent tellement nu, psychiquement, qu'on n'a pas de ressources. Et ça, pour le coup, ça fait des années. Ça me fait tout le temps penser à un tableau que j'avais vu petite de Frida Kahlo, qui s'appelle « Ce que l'eau m'a donné ». En fait, on la voit pas, elle, je veux dire son visage, mais on voit ses jambes et ses pieds dans une baignoire. Il y a l'eau d'une baignoire, ses pieds qui dépassent, et des objets qui flottent. Et bon, elle l'a plus associée, je pense de manière générale, aux souffrances qu'elle a vécues, d'ailleurs aussi en tant que femme, sur beaucoup de douleurs physiques qu'elle a dû endurer. Je me souviens, quand je l'avais vue, je m'étais dit « Ah punaise, ça incarne vraiment ce nuage noir ». Le fait qu'il y a comme ça des objets en kit qui flottent, mais qu'il y a une sorte de dissociation entre mon corps et mon esprit. C'est le moment de flottement dans l'eau, et c'est moche. Tu vois, il y a les parties comme ça séparées, mais c'est tout. Et moi, j'ai un peu une question par rapport à ça. Tu dirais que ta douleur psychique, ce qui te crée de la douleur, c'est de le vivre ou c'est de ne pas réussir à le faire comprendre des autres ? Alors, je dirais que maintenant, je l'ai beaucoup verbalisé, et surtout, je sais que c'est ça. Okay. Parce qu'on y revient, il y a toujours, je pense, un enjeu extrêmement fort dans la connaissance de soi-même et du cycle. Parce que, ça je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est vrai que ça a été majoritairement étudié, ce trouble dysphorique, il est, sans grande surprise, accentué quand tu as des vulnérabilités. Par exemple, si tu es en train de vivre un épisode dépressif sévère ou que tu as un trouble anxieux, évidemment, ça vient renforcer tout ça, puisque du coup, tu as un noyau dur qui est déjà un peu bancal. Ok. Donc moi, pendant longtemps, je mettais soit ça sur le compte d'autres problèmes, soit en fait juste je ne faisais pas les connexions, en fait, parce que c'est ça, et j'en avais discuté avec d'autres femmes qui ont un peu la même croyance, puisque rappelons-le, tout n'est croyance. C'est comme si le moment où tu as ces émotions et ce filtre négatif assez fort, c'est souvent le même récit, surtout qu'en plus c'est ça qui est pernicieux, c'est que c'est cyclique. Ouais. Tu te dis, ah mais en fait je me suis menti à moi-même, en fait ça va pas. Ouais, c'est horrible. Donc tu as l'impression en plus de redécouvrir ce que serait un vrai toi. Bon, là aussi, une connerie de se dire il y a un vrai toi et puis ensuite c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est juste une autre partie de toi, pas la plus sympa. Et donc non, je dirais que pour le coup, c'est pas tant le fait de le... Enfin, comment dire, c'était plus déjà de le comprendre vis-à-vis de moi-même pour m'adapter et surtout adapter ce qui va se passer après vis-à-vis des autres. Parce que, et ça, c'est vrai que je l'ai pas dit et je pourrais rajouter pour conclure cette anecdote, c'est que le dernier acte un peu de cette semaine de troupe comme ça, en fait, c'est la culpabilité, c'est la honte une fois que ça s'arrête. Ouais. Parce qu'en fait,
mes émotions, en fait, elles n'étaient pas valides. C'est ça. En fait, je me dis, j'ai été complètement comme contrôlée, ou en tout cas lourdement impactée par des émotions qui, en plus, j'ai l'impression ne m'appartiennent pas. Parce que tu vois, ça a même des... Je trouve que même d'un point de vue philosophique, il y a des choses dingues sur ça. De se dire, mais honnêtement, qui suis-je si je peux ressentir l'opposé de ce que je me suis raconté pendant des semaines ? Mais de manière, une fois encore, c'est pas, tu vois, comme dans une journée où évidemment, d'un coup t'es joyeux, ensuite t'es un peu plus fatigué. C'est que t'as l'impression qu'on t'a retourné le cerveau. Ouais, une sorte de crise, quoi. Crise. C'est une crise, ok. Voilà. Et toi, mon flop ? On est comment niveau souffrance psychologique ? Eh ben, écoute, moi, ma souffrance psychique, elle est venue là récemment, en vrai. Pour reprendre un peu le fil de... Parce qu'en effet, tout ce que tu dis, c'est qu'on tâtonne nous-mêmes avec tout ce qui nous arrive, alors qu'en fait, c'est des choses qui arrivent à plusieurs femmes et dont on aimerait vraiment beaucoup plus en savoir, quoi. Juste, donc j'ai beaucoup tâtonné, moi, sur ma santé féminine, justement, liée à tout ça. Et quand j'ai compris que j'avais l'endométriose, que aussi j'avais de l'endométriose digestive, que tout s'était arrêté quand j'avais pris cette pilule, j'ai eu une douleur un peu psychique de me dire « je ne connais pas mon corps ». En fait, je l'ai complètement muté, quoi. Je l'ai mis en sourdine. Mais concrètement, je sais pas, en fait. Je sais pas comment il réagit, je sais pas, j'ai pas appris à le maîtriser. Et ça, c'était un peu douloureux de me dire j'ai pas de connexion avec ça. Et en fait, beaucoup de personnes en ce moment sont en train justement de beaucoup plus communiquer sur le contact que tu peux avoir avec ton corps, de même pouvoir contrôler ses règles. Mais il y a tout un apprentissage apparemment que tu peux faire où tu peux plus ou moins savoir quand tes règles arrivent. Enfin bref, tout un truc que moi je suis tellement loin d'avoir. Et puis ça fait 4 ans que je n'ai eu aucune règle, quoi. Aucun cycle, que je ne sais pas. Et c'est ajouté à ça, le truc qui est encore plus dur pour moi, c'est que j'ai aussi compris que l'endométriose pouvait s'accompagner de quelquefois avoir du mal à tomber enceinte. Que en fait on est moins entre guillemets fertile si on a de l'endométriose, notamment quand elle est importante. Et j'avoue que du coup de ce que j'ai pu voir et constater, je pense que mon endométriose est assez importante. Et en fait, je sais pas, j'ai eu une sorte de nuage très gris de me dire mais en fait je ne sais pas ce qui va arriver. Genre là tout est en sourdine, donc tout va dans le meilleur des mondes, mais juste parce que c'est de fait comme ça et que je ne vois rien. Oui, il y a un petit mais mouchoir. En fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Comment est mon endomètre ? Est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte ? Est-ce que je peux pas faire des tests ? Enfin, j'ai eu vraiment un truc un peu plus dur. Et je suis allée voir un médecin justement dans ce sens, en disant est-ce que vous pouvez m'aider ? Parce que je sens que ça me pèse beaucoup moralement et tout. Parce que même si pour l'instant il n'y a pas du tout en tête d'avoir des enfants, j'ai envie que ce soit une possibilité dans ma vie, quoi. Et même si elle n'est pas tout de suite, il faut qu'elle le soit à un moment. Et j'avais pris exprès justement quelqu'un qui était plus ou moins au fait de ce genre de choses. Et c'est drôle parce que je pense qu'elle voulait bien faire, c'était une femme, mais elle m'a dit franchement, vous mettez un peu la rate au courbouillon, il n'y a pas grand-chose à avoir peur, là votre pilule telle que vous la prenez, franchement c'est un mal pour un bien, parce que vu tout ce que vous me décrivez, je pense que ce serait pas bien que vous ayez vos règles, etc. Donc voilà, et puis pour les enfants, on verra quand vous voudrez en avoir. Et du coup, j'ai été mitigée parce que je pense qu'elle voulait essayer de calmer du coup tout ce qui s'était mis en route d'anxiété de oulala, dites-moi comment ceci, cela. Mais en même temps, du coup, je suis sortie, j'avais pas non plus de réponse, quoi. On m'a juste dit, continue de te mettre en sourdine et on verra quand tu te mettras pas en sourdine. Et je lui ai dit, parce qu'il y a un truc aussi qui m'a fait peur, c'est que je lui ai dit, ok, moi là, j'aimerais bien plutôt arrêter la pilule. Vous avez discuté de cette hypothèse, de se dire peut-être qu'il est temps pour moi d'essayer de connaître mon cycle. Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, je pense que j'aimerais arrêter la pilule parce que je voudrais plus connaître sur mon cycle, plus savoir ce que j'ai, pouvoir réagir mieux et faire tous les examens qu'il faut faire. Bref. Et elle m'avait dit non, vous n'arrêtez pas votre pilule, vu tout ce que vous me dites, c'était l'enfer. En fait, je pense qu'elle a eu plus peur que toi, elle était non. Ouais. Mais du coup, j'étais mitigée, quoi. Oui, ok, j'arrête pas, mais... Ah oui, et tout ça pour dire, excusez-moi, je m'étais perdue, c'est que ce que j'avais peur aussi, c'est de réavoir ces crises d'estomac. Je lui ai dit, c'est un des trucs qui me fait peur, et en fait, j'ai peur au moment où je veux tomber enceinte. Je me dis, ok, vas-y, j'ai envie, j'arrête la pilule, etc. Et qu'en un mois de temps, j'ai tout qui me revienne sur la gueule, de mes crises d'estomac, de l'endométriose qui revient à fond les ballons, et tout ce truc-là à devoir gérer en plus du fait de vouloir être maman. Enfin, je m'étais dit, non, je préfère plutôt l'amorcer maintenant, pouvoir mieux me connaître, et au moment où je veux être mère, il n'y a pas tout ce schmilblick qui vient compliquer les choses, quoi. Oui, en fait, tu voulais pas devoir te confronter à tous les sujets en même temps. De mieux connaître ton cycle, avoir l'enjeu de la grossesse, enfin oui. Ouais. Ouais, mais disons que c'est vrai que, une fois encore, j'ai l'impression que ce que tu racontes, c'est un exemple parmi tant d'autres, où la réponse est plutôt, si on peut remettre un petit mouchoir sur la situation,
Ouais, c'est ça. Remettons le petit mouchoir et ce sera déjà pas si mal. Mm. Et en fait, c'est ça qui est rageant à l'issue de cette conversation sur ces 3 déclinaisons de douleur. C'est qu'on en a un stade où le mieux qu'on peut espérer, ce qui nous est permis d'espérer, c'est un joli masque. Ouais, c'est ça. Et moi, je crois que ça me va plus, en fait. Bah ouais. Ça me va plus d'avoir Oui, ce déjà, masque-là. rappelons-le, on est la génération, c'est dur d'avoir 20 ans en 2001. Le Covid, les masques, c'est bon. On a eu. It's On a okay, eu, on it's connaît. enough. Non, mais oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pensais... Bon, c'est horrible parce que franchement, c'est dur, mais du coup, j'ai eu quand même cette peur-là un peu en filigrane dans ma tête et tout, le fait de, ça se trouve, ne jamais pouvoir tomber enceinte. Je t'avoue que ça me fait des frissons dans le dos. Enfin, je trouve ça tellement triste. Et j'ai la petite vidéo de Lao, tu sais, quand il est avec sa femme et qu'en fait... il prépare tout le... Donc le film d'animation. Le film d'animation de Pixar où on a un vieux monsieur, en gros, qui perd sa femme et qui ne veut plus faire d'aventure, qui est un peu en dépression, jusqu'à ce qu'un petit garçon arrive et lui redonne le goût de l'aventure. Et juste avant, du coup, de cette rencontre avec ce petit garçon, on a accès à tout ce qui a été la vie de ce vieil homme avec l'amour de sa vie. Et à un moment, il y a une scène moi, qui m'avait beaucoup marquée enfant et qui me revient en tête quand je pense à ce sujet-là, qui est la scène où en fait ils préparent ensemble la chambre du petit, ils peignent les murs, ils mettent le lit, tout est prêt pour accueillir le petit garçon. Et en fait, on lui annonce un peu la sentence qu'elle ne sera jamais maman, qu'en fait elle est en incapacité de concevoir. Et donc du coup, la chambre tombe un peu en ruine, je crois qu'ils repeignent un peu dessus. Et il y a vraiment ce truc de même qui pèse sur son partenaire aussi, qui est pas juste elle ne peut pas tomber enceinte, c'est ils ne peuvent pas avoir d'enfant tous les deux. Et je t'avoue que cette scène, je peux plus me la regarder. Genre, je suis vraiment en mode là, avant que moi j'ai pas eu mes diagnostics, que je sois pas au clair, etc. Parce que après, je me dis, il y a toujours, même si on te dit tu peux pas, je connais des couples qui ont pu quand même, et c'est pas irrévocable. Il y a des échelles, c'est que souvent je crois que c'est une question de difficulté associée ou. Mais bon, bref, de toute façon, la vie n'est pas non plus qu'une affaire de statistiques. Enfin, au bout d'un moment, t'as des émotions de... Oui, bien sûr. Non, mais exactement, ça veut dire que ce sera pas... Même si c'est plus compliqué, ça veut pas dire que c'est impossible. Et voilà, mais c'est juste de me dire, putain, c'est tellement injuste que je vais devoir vivre tout ça. Alors que j'ai rien fait, tu vois. C'est pas des trucs où c'est une conséquence, je sais pas, tu t'es tombé dans l'escalier, tu t'es pété le pied, bon, t'es quand même tombé dans l'escalier. Et là, juste, je suis née. J'ai un problème et en fait, il est pas pris en charge par la société. Et en plus, moi, j'ai la charge morale de devoir m'occuper de tout et enfin... Ah, je comprends mon flop. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, de toute façon, en fait, non, mais tu vois, c'est pour ça aussi qu'on réagit pas. Qu'est-ce qu'on peut se dire à part on comprend? Bah oui, non, mais c'est sûr. Après, je pense que justement, ce qu'on fait là, c'est trop important qu'on puisse avoir de plus en plus de témoignages pour se rassurer aussi que d'autres personnes le vivent, que c'est des choses qui sont vouées à évoluer aussi, qu'on va être mieux prises en charge, j'espère. Mais il le faut, quoi. C'est vraiment un truc de là, faut se bouger. 50% de la population, c'est des femmes, donc là, on se bouge et on fait en sorte, parce que de toute façon, nos problèmes seront les problèmes des hommes aussi. Donc, ouais, bien sûr. Oui, et puis bon, après, franchement, je trouve que l'enseignement de cette discussion, c'est comédienne incroyable. Ouais. Je crois que je tiens absolument à le mettre en avant, vous avez aucune conscience à quel point je joue bien. Et 2, une force de résilience incroyable, quand même. Ouais. Écoute, mon flop, merci pour ce partage. Merci à toi. Et si jamais il y a d'autres personnes qui veulent partager aussi, je crois que juste de les recevoir, ça ferait du bien aussi, juste de pouvoir en parler, de créer une safe place. J'ai cru que t'allais dire, si jamais vous vouliez commenter, n'hésitez pas à dire quand vous avez vomi ou perdu du sang pour la dernière fois. Ouais. Ceci dit, n'hésitez pas. Oui, en vrai. Tout est bon à prendre. Bon, allez. Ciao, mon flop. Ciao. Ciao. Vous venez d'écouter Entre crampes et confidences, un épisode de la série La douleur au féminin du podcast Flop. Écriture, montage et réalisation, Luce Paz, Marine Boudalier et Manon Jutel. Prise de son, Mathéo Combi. Musique originale, Georges Paz et Thomas Paz. Identité visuelle, Paul Ardon-Erignac, Luce Paz et Guillaume Leroux.